France Maghreb 2. Programme pour ce grand forum en ce jeudi 4 juillet avec à la une, en cette période de correction du PAC, les professeurs grévistes détenaient 130 000 copies selon le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, dont tous les résultats des candidats seront garantis pour demain. Selon vous, doit-il prendre en considération son mouvement? On en parle avec vous dans un instant avec Audrey Pronosti, avec Sabrina Sebaï et Farid Temsamani. Et vos appels évidemment, vous peut-être parents inquiets à la veille de la publication des résultats qui d'ailleurs seraient menacés. On vous en expliquera davantage dans quelques minutes. Info zappé, zapping, avis tranché et quiz du LGF au programme de ce grand forum qui vous conduit tranquillement jusque 18h. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à vous sur France Maghreb 2. C'est le grand forum et on est en direct. Ça c'est une première bonne chose en tout cas jusque 18h avec aujourd'hui pour m'accompagner, comme quoi les femmes sont toujours à l'heure, Audrey Pronosti. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour Sabrina. Sabrina Sebaï, vous connaissez pas d'ailleurs toutes les deux. C'est votre première ensemble. C'est la première fois qu'on fait une émission ensemble, c'est avec plaisir. Audrey Pronosti, journaliste, et Sabrina Sebaï qui est toujours la responsable des écolos du 94. Oui, bonjour. Comment ça va, Sabrina? Ça va, très bien. Bon, ça faisait un petit moment? Oui, ça faisait un petit moment, donc de retour. Ça se prépare. On rappelle que Sabrina Sebaï part en tête de liste pour les municipales du côté de Ivry. C'est ça, tout à fait. C'est pas un combat facile. Non, c'est pas un combat facile, mais je trouve ça important de pouvoir proposer un choix de démocratie le plus large possible à l'ensemble des Ivriens pour qu'ils puissent voter en fonction d'un projet qui leur convient et non pas juste sur des accords d'appareil et de partis. Bon, alors Sabrina, Audrey, vous êtes justement les deux à nous proposer un avis tranché. Pour toi, 17h, Audrey, on va parler de quoi? On va parler de l'attentat de Brest, que j'appelle un attentat comme les autres. Un attentat comme les autres, exact. De Rachid LG, alias Rachid Aboudaïfa. Et de quoi allons-nous parler à 17h30 avec toi, Sabrina? Nous, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine et sur la thématique de brûler ces déchets que je ne saurais voir. Ah bon, on va parler écolo quoi. Exactement. Bon, alors c'est pas d'écologie, c'est pas une matière qui serait d'ailleurs, ça serait intéressant de l'enseigner à l'école, mais pourtant c'est pas le cas. On va parler du bac, parce que les résultats c'est demain matin. Vous connaissez évidemment, vous vous rappelez peut-être du stress que l'on a à l'attente de ces résultats, des résultats qui s'envoient un petit peu contrariés pour quelques candidats. Alors on parle de 50 000, le ministère parle de 50 000, les profs eux parlent plus de 100 000 et de copies qui seraient bloquées par les correcteurs, les examinateurs donc professeurs qui sont censés corriger les copies du bac. Il y a un bras de fer qui s'est engagé avec le ministre Jean-Michel Blanquer qui avait trouvé une petite solution en faisant appel à cette solution du contrôle continu, en tenant compte donc des notes. Le problème c'est que ça a un peu évolué au cours de la journée, puisqu'on a appris tout à l'heure la dépêche qui date exactement de 13h28, des membres du jury du baccalauréat refusent de délibérer sur les notes de contrôle continu selon plusieurs témoignages recueillis par nos confrères de France Info. Il rejette donc cette proposition. Il rejette ainsi les mesures annoncées par Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, puisqu'il avait en effet, je le rappelle, demandé aux enseignants de prendre en compte la moyenne du contrôle continu des candidats dont les épreuves au baccalauréat n'auraient pas été communiquées par des correcteurs grévistes au jury qui délibèrent sur les résultats. Donc selon les informations que France Info a pu recueillir, donc plusieurs jurys sont sérieusement perturbés. Ces tensions concernent principalement la région parisienne ou l'Isère notamment. Et puis on y apprend, et selon le Parisien, que selon un professeur parisien, le ministère aurait proposé comme solution que le chef du centre trouve un enseignement volontaire avec lequel il retirera les notes manquantes, car un refus du jury n'entraîne pas, comme le dit cette dépêche, n'empêche pas le chef de centre donc de remplir lui-même les notes, à condition, parce qu'il y a une condition, d'ajouter la mention de refus de procès verbal. Voilà un petit peu où on en est. C'est un petit peu compliqué. Il y a un bras de fer, il est là. Est-ce que Blanquer doit prendre ce mouvement au sérieux? Vous êtes en majorité à dire oui, d'ailleurs sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2 pour voter en nous appelant au 01 40 33 9000. Ce serait intéressant aussi d'avoir des parents peut-être qui sont dans le cas d'enfants qui attendent des résultats du bac demain. Sabrina, un petit peu ton avis là-dessus sur toute
ce bazar donc qui entraîne ces résultats du bac à la veille des résultats justement. Oui, alors peut-être avant de parler du moyen de grève en fait des professeurs, moi je voudrais d'abord qu'on s'attarde un peu sur leurs revendications. Vous savez ce qu'ils demandent? Oui, sur la réforme du lycée, non, ils demandent déjà un peu de considération, à savoir être reçus par leur ministre, ce que ce dernier refuse. Du coup, leur seule solution, c'est en gros pas de dialogue, pas de copie. À l'heure où on voit la ministre de la Santé qui reçoit les urgentistes, les profs, eux, ils ont porte close à leur ministère. Alors je trouve ça quand même extrêmement dommageable parce que les profs, on peut pas dire que ce soit ceux qui participent le moins à ce qu'on pourrait dire le service public de manière générale. Ils sont quand même en face des élèves toute l'année avec des moyens qui sont de plus en plus, qui deviennent de plus en plus de peau de chagrin. Et aujourd'hui, on les entend pas, on les écoute pas et on refuse de les recevoir. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour être entendus, c'est de faire une rétention, non pas des copies, parce qu'en plus la plupart disent quand même qu'ils ont corrigé les copies, c'est juste la rétention des notes. Ouais. Donc et effectivement ça s'enchaîne à une suite de mesures. On pourrait évoquer Parcoursup, on pourrait évoquer la réforme du lycée, des options, du contrôle continu, enfin de plein de choses qui aujourd'hui vont conduire ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire à une espèce d'éducation nationale à deux vitesses complètement assumée parce que c'est quelque chose qui existait déjà mais qui là se retrouve complètement assumé avec des lycées qui auront les moyens d'offrir des options, une éducation de très bonne qualité à des élèves et puis des établissements qui vont se retrouver avec quasiment rien et on va créer une inégalité territoriale de plus en plus importante et je trouve que ce n'est pas le rôle justement d'une éducation nationale qui se veut justement être nationale. Blanquer doit-il prendre ce mouvement au sérieux, Audrey? Bien évidemment qu'il doit prendre en considération ce mouvement. Je vais corroborer ce que vient de dire Sabrina. C'est une corporation où franchement depuis des années les professeurs ne sont pas entendus et pourtant c'est ceux qui sont sur le terrain. Donc là, je peux me faire l'avocat du diable. Est-ce que l'éducation nationale est irréformable, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va proposer quelque chose, d'ailleurs les gouvernements successifs s'y sont essayés et ils se retrouvent face à des obstacles. Non. Est-ce qu'on a l'impression quand même que le corps enseignant ne veut pas de réforme et ne veut rien toucher à ses acquis? Avant, j'étais dans le secteur justement de l'enseignement, donc je connais l'état d'esprit de beaucoup de professeurs. Ils sont pas du tout contre des réformes, non. Ce qu'ils veulent, c'est d'une part être entendus, comme l'a stipulé Sabrina, avoir plus de moyens. Maintenant, faire des réformes pour faire des réformes, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Alors là, juste, je voulais rebondir sur le fait que je trouvais ça totalement logique qu'ils ne veuillent pas, qu'ils veulent se bloquer par rapport à la solution du système continu, puisque justement, ça, c'est le reflet justement de la réforme du bac. Enfin, je veux dire, ils vont pas accepter ce système-là, alors que justement, c'est l'une des raisons pour laquelle ils sont en grève. Donc, bien sûr qu'il faut. Mais est-ce qu'il faut pas le réformer ce bac quand même au bout d'un moment? Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout des limites? Moi, je pense qu'au-delà de la question, enfin, si je peux me permettre juste, bien sûr. C'est pas tellement que l'éducation nationale n'est pas réformable, c'est qu'à un moment, la réforme ne peut pas tomber d'en haut. Comme ça, il faut qu'elle soit construite avec l'équipe enseignante. Exactement. Et c'est comme le rythme scolaire. On travaille sur les rythmes scolaires, on change le rythme des enfants sans travailler sur le programme scolaire. C'est complètement un non-sens. On réforme et on travaille avec les instituteurs le programme scolaire et on adapte le rythme scolaire à un programme éducatif. Et là, c'est complètement à l'envers. Et sur le bac et sur toutes les réformes qui ont été faites dans l'éducation nationale, à chaque fois, les profs ont eu le sentiment qu'on leur a jamais demandé leur avis. Ouais. Et c'était souvent le cas. Ouais, mais d'accord, mais bon, on leur a pas demandé leur avis, d'accord, mais il y a des ministres qui sont là pour ça, et je pense que quand ils préparent des réformes, ils s'entourent de spécialistes, quand même, de gens qui ont travaillé dans les écoles, etc. La moindre des choses, moi j'ai l'impression que c'est irréformable cette histoire, hein. Franchement, quoi, c'est un peu comme à la SNCF, c'est-à-dire que vous allez trouver à chaque fois des gens qui, via leur syndicat, etc., vont créer justement cet obstacle, et on pourra jamais avancer. Non. Comment fait-on? Non, mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'offrir une éducation de qualité à l'ensemble des écoliers de. Excuse-moi, Sabrina, le bac ne vaut plus rien aujourd'hui. Il vaut plus rien ce bac. Oui, et alors donc tu penses sincèrement qu'avec cette nouvelle réforme, ça va valoir encore plus? Non, mais attends, mais là, non seulement il vaut plus rien, mais en plus il y aura des différences entre les régions, les villes, et c'est-à-dire qu'on aura. Mais c'est déjà le cas, Sabrina. Oui, mais on a encore un diplôme national. C'est déjà le cas. Tu sais très bien dans les écoles du 93, le niveau n'est forcément pas le même qu'à Paris. Oui, l'enseignement n'est pas le même. Oui. Le diplôme du bac reste mais là, quand même le même. Ça va se renforcer. Enfin, je veux dire, ça va se renforcer. L'inégalité à l'école, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. On le sait, de toute façon, on voit la différence. On fonce dans le mur. Nous, on voit en banlieue par rapport à Paris. On sait très bien que les lycées à Paris préparent aux grandes écoles. Les lycées en banlieue préparent à avoir le bac. Et tout le monde ne peut pas aller aux grandes écoles. En plus, vous le savez.
quand vous venez du 93 ou vous venez de banlieue parisienne, il y a quand même de très c'est bons très lycées. difficile d'accéder aux grandes écoles parisiennes. Oui, mais non, mais aujourd'hui c'est encore on n'est faisable. pas préparé à accéder aux grandes écoles aux grandes écoles, c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'il y a quand même des bons établissements. Hein, Non, mais il y a quand même une espèce de discrimination à l'entrée des grandes écoles. Quand vous venez par exemple d'un lycée, je vais dire une bêtise, je prends un exemple de Sevran ou d'ailleurs, on va préférer prendre quelqu'un qui vient d'un bon lycée parisien pour intégrer une école supérieure. Oui, mais bon, c'est encore faisable dans le sens actuellement, dans le sens où si t'as quand même des bonnes notes, je veux dire après. Donc on change peut rien faire. pour vous, on fait rien. Mais c'est pas une question de rien en tout cas, changer. non, mais je pose la question, moi, j'essaie de comprendre, en fait. C'est pas la bonne manière de faire. Voilà. Ouais. Il faut Comment faut faire, réformer. Alors on parce propose. qu'aujourd'hui, on sait que l'éducation nationale est créatrice d'inégalités. Ouais. Donc ça, il faut résoudre ce problème-là. D'accord. Mais je pense qu'il faut partir du terrain et de l'expérience et de ce que font les instituteurs et les profs sur le terrain bien sûr. pour pouvoir réformer l'éducation. Et c'est pas en faisant une réforme dans un bureau, dans un cabinet ministériel qu'on réussira à changer les Mais choses c'est évident. et aller dans le bon sens. Alors c'est de s'en évident. prendre aux élèves qui sont dans le stress, est-ce que c'est la bonne solution aussi? non, Alors mais là, pour le coup, C'est un peu d'ailleurs comme à la SNCF, on s'en prend aux usagers quand on a envie de faire grève. non, Emmerdez mais le on monde, est quoi. bien d'accord. Là, pour le coup, c'est eux qui sont pris en otage. C'est pas Blanquer qui va être pris, lui il s'en fout. En fait, non, il s'en fout, mais c'est de toujours utiliser cette. Enfin, à un moment, les profs n'ont pas été entendus. Ils n'ont que ce dernier recours. Alors moi, je comprends Exact. l'agacement des parents, Et- mais je oui, bah reste oui. solidaire Des élèves, je reste surtout. et des élèves, bien évidemment, mais je reste solidaire des professeurs parce que c'est pareil à BFM. Par exemple, ouais, quand on nous montre les grèves de transport, on ne montre que les gens qui sont mécontents et on ne montre pas ceux qui soutiennent la grève. ouais. Et je pense qu'à un moment, à force de ces renoncements, que ce soit sur la question de la SNCF, aujourd'hui on a un autre débat sur la privatisation d'ADP, d'aéroport de Ouais, Paris ouais, par ça y est, exemple. apparemment c'est Ouais. tranché. À force de toujours mettre en avant les mécontents et en utilisant justement ce truc en disant oui, vous prenez en otage les gens, eh bien on laisse tout passer. Toutes Il les n'y aura réformes pas passées, on de détruit tout. privatisation a priori de l'aéroport de Paris. Ah bah en même temps, Voilà. Non, mais il y a eu une grosse mobilisation pour le coup. ah bah Et oui, ça a payé. on a en 2 semaines on a Beaucoup de atteint députés en marche 10% n'étaient des d'ailleurs pas signatures. favorables. Donc c'est quand même, on a fait 480 000 signatures en 2 semaines. Donc Ouais. oui, il y a eu Ben une alors, mobilisation. De même que, en espérant que le mouvement des professeurs va être entendu. Donc concrètement, je réponds. Donc une on fois de prend en plus à otage oui. les gamins qui demain attendent le stress Mais et qui ils n'ont n'auront pas, pas leur le copie. choix. Ils n'ont pas le choix. Est-ce qu'on leur a demandé leur avis? Enfin, je veux dire, ils ont quand même le droit d'exprimer leur avis à partir du moment où c'est eux qui vont être sur le terrain. Enfin, je veux dire, ça n'a plus aucune valeur. Moi, clairement, enfin moi, c'est mon avis. Je soutiens aussi les professeurs. Effectivement, si j'avais mon enfant qui était en train de passer le bac, bah oui, bon, je serais pas contente, ouais, mais honnêtement, je soutiendrai toujours. Bon, Voilà, honnêtement. Walid qui nous appelle au 01 40 33 9000. Est-ce que Blanquer doit prendre ce mouvement au sérieux? Doit-il le traiter? Walid, bonjour. Oui, bonjour. Salut, bonjour Walid. Chroniqueur, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Bah, son chroniqueuse pour l'heure, parce que le chroniqueur il est pas là. Lui. Chroniqueuse, pardon. Ouais. Bon, Walid. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que Blanquer doit prendre au sérieux tout ça? Bah moi je pense que oui, il devrait prendre au sérieux tout ça. Mais après moi je pense que le problème c'est pas que lié à la scolarité, c'est plutôt un problème global. Parce qu'aujourd'hui on est dans une démocratie, mais j'ai vraiment envie de dire une dictature, où il y a une discrimination sociale, raciale Ouais. et territoriale. Calmez-vous sur Bon, les en fait, mots quand même. Dictature, c'est un peu fort là, les gars. Bah moi je dis dictature en fait parce que une démocratie c'est le pouvoir au peuple. Mais en fait aujourd'hui en France c'est que le peuple va élire un président. Et en fait le président va faire ce qu'il veut. Dictature, il n'y aura aurait pas de grand ce que le peuple fort. pensait. Et aujourd'hui, en fait, le président qu'on a, c'est que il continue à, comment dire, il continue à favoriser les gens qui ont déjà beaucoup de chance dans la vie et il continue à mettre des bâtons dans les roues à ceux qui ont déjà pas de roues. Ouais. Que ce soit dans l'économie, que ce soit dans le social, que ce soit là dans la scolarité. Et moi, je trouve que ça commence à aller, en fait. C'est trop. Ouais. Ceux qui ont déjà beaucoup d'avantages dans la vie, on continue à les avantager, que ce soit les grosses fortunes ou les gens qui habitent dans Paris, qui ont la chance d'aller dans des bonnes écoles, et ceux qui habitent dans les banlieues ou qui habitent dans les territoires ruraux, bah, ils ont encore plus de mal, alors qu'ils sont déjà dans le mal. Bon, Et moi, alors, je pense que le problème, il est global, il est pas vraiment que c'est. non, mais d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, Walid, ok, on fait des constats, mais on propose rien, quoi. Je veux dire, on n'avance pas. Finalement, on reste chacun campé dans sa position et puis en définitive, moi tout ce que je vois c'est que demain il y a des gamins qui vont se retrouver sans copie, sans notes et qui on va leur rajouter du stress supplémentaire et ça c'est vraiment pas bon. Enfin, je veux dire. Moi je suis d'accord avec toi quand tu dis que quand ceux de la SNCF font la grève, bah, c'est les usagers qui prennent cher. Quand il y avait les gilets jaunes, c'était les commerçants qui payaient. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que tout le peuple français doit penser à la même chose. Et le problème, c'est qu'en fait, on nous a mis dans une idéologie où c'est chacun pour sa gueule, faut penser à son propre intérêt et s'en foutre de ce qui se passe à côté. Et l'État, il a réussi son coup par rapport à ça.
Bon, merci Walid en tout cas pour ton appel. Qu'est-ce que vous pensez de Walid, Sabrina, Audrey? Bah s'il est d'accord avec moi, il y a pas de souci, moi, j'ai envie de dire. Non, c'est pas une question d'être d'accord avec toi. Mais non, mais je rigole. Concrètement, je peux comprendre son point de vue, mais bon voilà, j'ai rien à ajouter en fait, voilà. Ouais. Peut-être juste par rapport à Sabrina. ça, je pense que ce qui décrit cette inégalité territoriale qui existe, malheureusement, on la connaît pas que depuis le gouvernement Macron. C'était déjà Oui, voilà, ça en marche, existait déjà, c'est pour si ça. je peux dire, en marche bien avant. Et je vous disais tout à l'heure, il y a eu des études, dont un gros dossier dans le Monde qui a été sorti, qui prouvait que l'éducation nationale aujourd'hui était créatrice d'inégalités. Donc ça date depuis des années, ça date pas d'aujourd'hui. Et c'est vrai que par contre, les réformes qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui vont accélérer cette différence territoriale. Et du coup, oui, on va se retrouver avec des diplômes qui ne valent plus rien et qui sont différents d'un lycée à l'autre. Oui, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est pas la bonne façon de faire, quoi, en tout état de cause. Que si c'est pour faire des réformes, comme je disais tout à l'heure, je vois pas l'intérêt. Ouais. 01 40 33 9000 pour nous dire un petit peu ce que vous pensez de tout cela, de cette réforme, de cette grève, des professeurs qui refusent donc de corriger les copies pour justement s'offusquer contre la réforme du lycée, notamment entre autres Blanquer, le bac qui va changer en 2021, ça va être un contrôle continu. Moi je trouve c'est bien le contrôle continu. Pourquoi ? Parce qu'il y en a plein de gamins qui foutent rien toute l'année et puis se mettent à travailler pour avoir le bac à la fin de l'année, alors que normalement ça devrait être sur le fruit d'un an de travail, voire 2 ans. Pourquoi pas ? Mais ça change totalement le Non, mais diplôme. il y a des choses à faire. Est-ce que le bac en tant que tel qu'il existe aujourd'hui, est-ce qu'il est encore viable ? C'est la question que je vous pose, moi, à toutes les deux. Mais est-ce qu'il est viable encore ou pas ? Bah bien sûr qu'il est encore viable. Pourquoi on devrait le changer ? C'est ça que je me pose comme question. À partir du moment où déjà de base on peut pas dire qu'il soit très valorisé, ça me paraît évident que si on passe au système de contrôle continu, mais c'est évident qu'il aura encore moins de valeur. Enfin, je veux dire. Alors peut-être l'avis de notre ami Temsamani Farid qui vient d'arriver. Comment ça va, mon Farid ? Très bien, je vous prie de m'excuser pour ce grand retard. Bon, alors c'est vrai que le bac, toi, ça fait un peu longtemps quand même. 97 précisément. Ah, c'est pas si vieux que ça alors. Bah si, quand même. Ah, un petit peu. Bon, on parle du bac là. Il y a un blocage qui s'opère. Jean-Michel Blanquer, donc qui est entré, qui est d'ailleurs très menaçant puisqu'il parle de sanctions financières de 15 jours pour les professeurs qui refusent de corriger les copies. Comment on sort de tout cela, Farid ? Bon, pour moi, il y a 2 éléments. Il y a le fond et la forme, comme toujours. La forme, c'est qu'il y a un bras de fer entre le ministère, en l'occurrence son représentant, le ministre, et on va dire une partie des enseignants, le plus souvent très syndiqués. Bon, en réalité, tout ça... Très souvent syndiqués. Et très souvent oui, syndiqués. Très souvent. Bah oui, mais... Non, mais tous les enseignants sont pas syndiqués, c'est ça que je veux dire. Et ceux qui font grève, en fait, ce sont ceux qui sont syndiqués, ceux qui font grève etc. Et bon, c'est un autre débat, le syndicalisme dans l'enseignement, et on pourrait en parler. Mais pour revenir au baccalauréat, je pense qu'en vérité, il y a un accord qui est en train de se trouver, à mon avis. C'est une négociation, comme toujours, entre les enseignants et leur ministère de tutelle. Mais sur le fond, parce qu'en vérité, ce qu'il faut vraiment appréhender, c'est le fond et l'intérêt des élèves, des enfants, de la jeunesse de ce pays. Est-ce que effectivement, la question que tu posais précédemment, Christophe, c'est est-ce que le bac a encore une valeur d'une certaine manière ? Moi, je ne crois pas. Moi, je dis non. En toute objectivité. Pourquoi ? Parce qu'on sait pertinemment qu'en fait, son niveau a relativement diminué, que aujourd'hui on peut largement continuer ses études, voire réussir sa vie sans avoir réussi, sans être bachelier, pour parler très clairement. Donc il faut arrêter un peu cette hypocrisie. Le baccalauréat avait pour moi en tout cas, il avait un objectif à une époque où en fait c'était on changeait d'une certaine manière. Globalement c'était l'adolescence et c'était une manière de passer à l'étape d'après, de devenir un peu plus adulte, etc. Aujourd'hui, en toute honnêteté, l'adolescent d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, c'est pas le même. C'est plus le même qu'aujourd'hui. D'accord. Et donc, pardonne-moi de te couper, Farid, tu penses que la réforme va arranger ce problème? J'ai pas parlé de la réforme en telle la réforme de Monsieur Blanquer. Moi, je parle du fait. Est-ce que le bac, la question, je suis arrivé en retard, désolé. Oui, non, mais la question de Christophe, c'était de dire, viable, quoi. Voilà, était-il viable ou pas? Moi, je ne pense que non. Après, sur la réforme. C'est sûr qu'il a perdu sur la réforme en elle-même, je suis pas dans le détail. Ce que je sais, c'est que d'un point de vue, sur le baccalauréat dit professionnel, en tout cas, qui a le niveau a quand même très diminué. Très clairement, il veut mettre une dose d'entreprise, si je dis pas de bêtises, à terme.
Moi, j'y suis plutôt favorable parce que du coup, qui dit professionnel dit faut se rapprocher du plus du monde réel et notamment du monde de l'entreprise pour le recrutement. La difficulté, c'est qu'en termes d'éducation, on est toujours sur de l'idéologie, comme très souvent dans notre pays. Et ça consiste en quoi? Ça consiste qu'en fait, il y a une hypocrisie absolue dans ce pays concernant l'éducation. Ouais. C'est que les gens qui aujourd'hui font grève, je vais peut-être m'attirer les foudres de certains auditeurs. Vas-y, on est là. Mais il y a une partie des gens qui font grève de la copie ou en tout cas etc. Ouais. Je peux vous garantir une chose. C'est absolument pas leurs enfants qui sont concernés. Bah non, évidemment. Moi je trouve ça très hypocrite, très menaçant. Pourquoi? Parce que le pauvre gamin, je vais vous dire, qui est dans le monde rural ou au fin fond d'un quartier, qui pour lui l'école est encore malgré tout une institution. C'est encore quelque chose pour les familles en tout cas d'assez lourd. Tu penses qu'ils le font de gaieté de cœur, honnêtement? J'ai pas dit ça. On est d'accord. Mais il y a d'autres moyens, à mon avis. Lesquels? Il y a de faire grève. Faire grève constitutionnelle, la grève. Eh ben, c'est ce qu'ils font. Non, ils font pas grève, là, en réalité. Là, ils prennent en otage des copies. C'est pas pareil. Mais ça fait des mois qu'ils font grève. Il faut être tout à fait honnête. Une partie de ces collègues-là, de ces enseignants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une partie des copies. Oui. Et ils les ont pris en otage. Oui. Ils ont pas dit, je ne prends pas les copies, je ne fais pas, je ne corrige pas. Ils ont dit, je prends les copies et pardonnez-moi l'expression, allez vous faire voir. Oui, mais c'est c'est ça la prise en otage. Mais ce que je suis en train, fais grève tout au long de l'année, ça me dérange pas. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'ils l'ont fait, ils ont fait grève depuis des mois, ils n'ont pas été entendus. Donc à un moment donné, mais ils ne le seront pas entendus. À un moment donné, ils prennent les moyens forts. Non mais sur ce moyen-là, donc en prenant en otage des gamins. Je suis d'accord sur tous les moyens possibles, notamment la grève, notamment le droit constitutionnel de faire grève, de ne pas enseigner, même si moi j'en ai pâti dans ma jeunesse, parce que je suis issu d'un quartier où tous les ans, pendant 1 mois et demi, vous avez des enseignants très syndiqués, pour pas dire autre chose, qui nous faisaient grève. La réalité, c'est que vous savez pertinemment, lorsqu'à un enfant, vous lui enlevez 1 mois de scolarité, c'est fini, c'est terminé. Et on peut parler aussi des non-remplacements à l'école. Exactement. C'est une catastrophe. Et bizarrement ailleurs, c'est pas le cas. Et ça, encore une fois, les problèmes de remplacement, c'est pas de leur faute. C'est les premiers à demander plus d'emplois, plus de. D'accord. Donc c'est ça. Sabrina. Oui, ce que j'allais dire, c'est que globalement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le niveau du bac il a baissé, qu'il faut le réformer. Ça, c'est évident. Oui. Et il y a des choses, des choses qui sont bonnes, comme comme une éducation en fait qui serait différente. Ouais. La mise en place d'un grand oral, par exemple, qui préparerait beaucoup mieux finalement ces jeunes à la suite de leurs études et non pas comme ce qui est fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, finalement, le bac c'est une étape un peu obligatoire, mais il y a quand même des choses à changer, c'est évident. Et justement, il y a dans les pays scandinaves qui sont réputés justement pour leur bon niveau. Ah non, mais c'est clair. Eux, il n'y a pas de baccalauréat. Leur système éducatif est différent. Il n'y a pas de baccalauréat. Ils préparent leurs étudiants à la suite. Et je pense qu'on devrait s'inspirer justement des modèles qui fonctionnent, plutôt que de regarder le nombril. Ça, c'est une solution. Voilà. Oui, très bien, est-ce que, si tu permets, je rebondis sur ce que tu disais sur les modèles scandinaves. Et notamment, le modèle qu'on met toujours en avant, qui est le modèle finlandais, en termes d'éducation. Effectivement, il n'y a pas de baccalauréat, etc. Bon, la réalité, c'est que la population n'est pas du tout la même en termes de nombre, mais peu importe. La difficulté dans notre pays, qui est la France, c'est qu'en fait, nous avons construit une éducation élitiste. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un fossé. Pourquoi? Parce que nous avons créé ce qu'on appelle des grandes écoles à une époque, donc avec ce qu'on appelle des parcours d'excellence pour y arriver. Très souvent, vous savez, dans les familles, on vous dit soit tu fais un bac scientifique, bien sûr, soit tu fais pas un bac, soit le reste, en fait, tout le reste, en fait, c'est pas terrible. Oui. Vous en parlez parce que moi, je l'ai pas fait le bac scientifique. La réalité, c'est quoi? Non, mais en vérité, c'est que nous avons créé une élite en termes d'éducation pour accéder à un certain nombre de grandes écoles, etc. Et tout le reste a été complètement dévalué. Et encore aujourd'hui, malheureusement, effectivement, là où on est peut-être d'accord, c'est qu'effectivement le fossé, ou en tout cas la réforme aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle corrige cette chose-là. En tout cas, on le fait de manière très artificielle et on va pas au fond du problème. Bon, on va écouter Monji de Marseille qui est avec nous. Salut Monji, très rapidement parce qu'on est très en retard. Monji, sur le bac, sur ce blocage en cours. Bonjour tout le monde. Je vais être très rapide. Juste la première question que je veux poser à l'intervenant, je retiens pas son nom, désolé, qui vient d'arriver. Ça veut dire quoi, très syndiqué? Ça veut dire quoi, très syndiqué? Ça c'est la première question. La deuxième question, c'est sur la question du bac. Si on passe au contrôle continu, c'est une éducation à 2 vitesses. Certes, il faut l'assumer, il faut tout simplement dire oui, on veut une éducation à 2 vitesses, c'est-à-dire les quartiers élitistes qui vont aller dans les écoles élitistes et dans les quartiers populaires, on va envoyer de la main-d'œuvre
pour subvenir à des besoins économiques. Il faut juste ne pas. Mais qu'est-ce que c'est que cet argument, Mondji? Pardon, Mondji, qu'est-ce que c'est que cet argument? Je vois pas en quoi ça serait, je veux dire, il y aurait une différence quand on te demande à faire à un gamin qu'il vienne du 93 ou qui vienne de Paris de faire de suite donc les contrôles continus, de bosser comme tout le monde. Qu'est-ce qui va changer la donne entre Versailles et Sarcelles? Excusez-moi, regardez le pourcentage de non-remplacement dans les écoles, dans les quartiers UP, dans les quartiers riches, et regardez le non-remplacement dans les quartiers... Ah, d'accord, là c'est un autre souci, d'accord, non mais sur le contrôle continu en tant que tel... Pourquoi ce qui était valable pour l'école primaire, on va dire, pour les collèges, au lycée, ne serait pas valable pour les autres écoles? Bon. Parce que là, on va se retrouver dans des écoles où il n'y a pas de... Oui. On va dire, il n'y a pas de... il n'y a pas de... Je te coupe le sifflet parce que j'ai la pub, en tout cas on a bien compris ce que tu voulais nous dire, et Farid te répondra à ta question dans un instant. Qu'est-ce que c'est d'être très syndiqué? Est-ce que tu as dit cela dans un instant? À suivre aussi, avis tranché. On va revenir sur ce qui s'est passé jeudi dernier du côté de Brest avec Audrey Pronesti dans son avis tranché. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le bac, on en parle, c'est demain les résultats évidemment, et ça nous rappelle des souvenirs, hein, bien sûr. À la veille des résultats, on est un peu stressé, et d'ailleurs les parents sont parfois plus stressés que les enfants. Hein, c'est ça qui est le plus intéressant. Quoi qu'il en soit, donc c'est le travail, le fruit d'un examen qui, quand même nécessite beaucoup de révisions en amont et beaucoup de stress, bien sûr, hein, pour ceux qui passent ce fameux bac. D'où peut-être cette réforme nécessaire qui entrera d'ailleurs en vigueur, je rappelle, en 2021. Quoi qu'il en soit, donc des gamins qui risquent de ne pas avoir leurs résultats demain à la suite d'un blocage des profs qui font grève. Et effectivement, le ministre a répondu en disant qu'il y aurait tout le monde aurait sa copie, en faisant appel à ce système de contrôle continu, sauf que le jury en question a dit non, pas question que nous on fasse le travail. Donc ça risque d'être très compliqué. Il y a quoi qu'il en soit demain des gamins qui vont se retrouver sans notes sans résultat. Donc un stress qui va se rajouter davantage. On est là à se poser la question, est-ce que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, doit-il prendre ce mouvement au sérieux? Farid, la question qui t'a été posée dans un instant par Mondji, il y a quelques instants, tu disais, qu'est-ce que tu entends par très syndiqué en parlant des professeurs? J'ai utilisé effectivement le terme de très syndiqué pour répondre à notre auditeur. Vous savez qu'en France, le taux de syndicalisation, quels que soient les secteurs d'activité, est relativement peanuts, pour parler très clairement. Et dans l'éducation nationale, il est peut-être un peu plus important que le reste de la population, mais pas si important que ça. Par contre, il existe des établissements où, bizarrement, à l'inverse, il y a très peu de gens non syndiqués. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de très syndiqué. Oui, très syndiqué. On est d'accord ou pas, Sabrina? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Sur le fait que oui, la part de syndicalisme de manière générale, oui, c'est quelque chose de pas si important que ça finalement quand on le ramène au prorata du nombre de salariés dans chaque structure ou du nombre de fonctionnaires. Après, sur certains établissements où il y a beaucoup de personnes syndiquées, je pense, moi j'appelle ça plus du militantisme, mais il y a des établissements effectivement où on sent ce militantisme très présent. D'ailleurs qu'on retrouve aussi chez les lycéens et pas que chez les profs. Oui, t'as raison. Et voilà, en fait c'est... tu sais que dans le secteur privé, on n'a pas le droit d'être militant. Hein. Si tu fais grève, t'es viré. Hein. Oui, mais dans les lycées, ils ont droit par contre. Ouais. Et je vois pas pourquoi on enlèverait c'est un droit syndical, hein. C'est un droit constitutionnel, hein, la grève. Oui. En fait, parce que peut-être que l'auditeur... Je vous rappelle ce qu'avait dit Sarkozy. Maintenant, quand on fait grève dans ce pays, plus personne s'en aperçoit. Il parlait des transports en commun, je crois. Et malheureusement, je pense qu'il a raison. Il a raison sur les transports en commun, en tout cas. Apparemment, sur l'éducation nationale, c'est pas exactement le cas. Pas encore ça, oui. Non, le problème, c'est que sur les dernières grèves qu'il y a eu, en fait, l'État a gagné le bras de fer, ce qui fait que ça a complètement dévalorisé ce qui était que le principe de la grève. Et c'est surtout ça qui fait qu'aujourd'hui, on s'en rend plus compte. Mais s'ils avaient gagné le combat, je pense à la RATP ou à la SNCF, aujourd'hui, on dirait que faire grève, bien évidemment, c'est quelque chose de très remarqué et qui fonctionne. Vous qui êtes peut-être un peu plus jeune que moi, vous n'avez pas connu 95. 3 semaines de blocage. Si. Et là, tout était fermé à Paris. Hein. C'était impressionnant. Hein. J'étais en seconde. Ah ouais. J'étais trop contente, moi. Ah oui, évidemment. Non, mais alors, maintenant, est-ce qu'on peut aller dans la recherche de solutions? Comment fait-on pour sortir de là? Je veux dire, comment fait-on pour mettre tout le monde d'accord? Sabrina, tu disais quelque chose d'intéressant. En antenne, tu disais, si l'éducation nationale, si le gouvernement nous dit, il y aura les mêmes options, on pourra prendre les mêmes options partout sur le territoire. Là, je dis OK. Oui, parce que le principe, justement, aujourd'hui, on sait qu'il
y a une inégalité territoriale et que le baccalauréat, moi je suis complètement d'accord, il faut le réformer. Par contre, il faut que derrière l'État s'engage à justement produire cette égalité nationale. On a extrêmement valorisé l'élitisme, tout à l'heure tu en parlais justement, alors que ça concerne 1% quasiment, le reste c'est la nasse des bancs de la fac finalement, et on a tout misé sur l'élitisme, mais aujourd'hui de quel droit par exemple on dévalorise certains métiers, certaines filières, alors que on sait que c'est des filières où il y a de l'emploi, où il y a de l'avenir, et non, au contraire on dit à nos enfants non, il faut faire S, il faut faire L, il faut faire ES, etc., parce que c'est des filières élitistes, et que en gros le modèle de la réussite c'est docteur ou avocat. C'est un peu ça en fait, je caricature à peine, mais c'est ça. Et du coup c'est vrai que si demain on dit tous les diplômes sont équivalents, et en fait et que toutes les options sont disponibles dans tous les établissements et que on y met les moyens, dans ce cas-là oui, je pense que ça peut être quelque chose d'utile. Et ce que je disais, moi je parlais de la Suède, proposition LGF de Sabrina Sebaï, où on donne un certificat de fin d'études sur l'ensemble du parcours du lycéen, et il sort avec un certificat de fin d'études qui lui permet de voir la suite au même titre que... Alors, Farid, tu valides? Complètement. Et même, je vais même taquiner Sabrina. Ah oui, t'as le droit. Sabrina est pour ce qu'on appelle l'égalité. Oui. Peut-être l'égalitarisme ou pas? Non? Égalité, on va dire. Égalité. Moi, je suis pour l'équité. Moi, je suis même favorable à ce qu'on donne plus de moyens dans les quartiers et notamment dans les établissements les plus défaillants d'une certaine manière, et peut-être un peu moins dans les quartiers les établissements les plus aisés, les plus élitistes. Alors ça, c'est intelligent comme réflexion. Ça s'appelle l'équité. Attends, et c'est pas pour rien qu'il est chroniqueur du LGF, cher Audrey. Merci Audrey. Voilà, on prend pas non plus les gens qui viennent de je sais pas d'où, Non. Oui, mais faut pas oublier que même dans les beaux quartiers ou dans les arrondissements parisiens où il y a des lycées ou des établissements, il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Donc moi, c'est pour ça que je parle des établissements globaux. Oui, on parle des grands établissements où le ticket d'entrée il est ce qui a tué ce pays, au-delà même de l'éducation. La vérité, c'est quoi? C'est cette recherche absolue de l'égalitarisme. C'est pour ça que on est bien d'accord, Sabrina, politiquement parlant, on voit pas les choses de la même manière. C'est quoi? C'est l'égalitarisme, c'est de mettre tout le monde au même niveau. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on dévalorise le maximum au même niveau. Sauf qu'on est comme dans un pays quand même relativement hypocrite. Donc du coup, on le fait pas, on fait semblant de le faire. L'histoire des options là, on supprime des filières pour mettre des options. Mais vous pensez quoi? Vous pensez qu'à Henri IV à Paris, ils vont pas reconstituer la filière S à travers d'autres options? Et c'est là que Sabrina a complètement raison. Si on donnait les mêmes moyens, voire mieux, là où on en a besoin. Je dis, ok, sur la réforme, ok, allons-y. La vérité, c'est quoi? C'est que de toute manière, là où on en a besoin, on va pas leur donner plus de moyens. Et donc, du coup, vous avez des gens qui achètent très tôt des appartements, des chambres de bonne pour être sectorisés dans un secteur précis, pour être certains que leurs enfants, qui parfois ne sont même pas encore nés, bien sûr, puissent aller dans tel établissement parce qu'ils savent pertinemment que les enseignants sont excellents, que les options qui vont du coup être dans ces établissements sont les meilleures, etc. Mais l'évitement scolaire, c'est un vrai sujet. Nous, pour Ivry, par exemple, on a l'équivalent d'un collège, donc 600 élèves qui chaque année quittent les collèges de la ville pour aller sur des collèges parisiens parce que c'est mieux coté, parce que ceci, parce que cela. Ou alors vous avez aussi des gens qui effectivement habitent des quartiers populaires et qui mettent leurs enfants en privé. Ça, ce sont des gens qui sont encore un peu plus les moyens, on va dire. Un peu plus les moyens, en tout cas qui font le pari de se serrer la ceinture pour se dire je donne une chance à mes enfants pour leur futur. C'est une bonne chose, moi Christophe, aujourd'hui parce que justement, ils ne croient plus justement à l'éducation nationale. Ah bah ça c'est clair. Christophe, aujourd'hui, t'as ce qu'on appelle les établissements confessionnels, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Et ce qu'on appelle ils sont de plus en plus prisés. Voilà. Mais en fait, c'est là que c'est très moi je trouve ça très dur parce que très souvent les gens issus de ces quartiers-là sont des gens relativement faibles économiquement, sont des gens qui se saignent la ceinture. Et vous avez, parce que du coup les établissements privés, pour moi il y a privé et privé. Il y a privé d'un certain niveau, donc du coup pourquoi pas se saigner la ceinture pour que on essaye de donner une instruction plus forte, etc. Mais vous avez la plupart maintenant des business, faut dire les choses comme elles sont, très souvent confessionnels, où on monte des établissements sous vernis confessionnel et où le niveau est catastrophique et du coup pour moi j'appelle ça du racket pour les parents parce que les gens payent quelque chose. Ils se saignent vraiment la ceinture pour un niveau qui est aussi catastrophique que le lycée ou le collège public d'à côté. Bon, on espère en tout cas qu'il y aura le moins de dégâts possible demain et que tout le monde puisse avoir sa note et que beaucoup d'ailleurs ceux qui nous écoutent, qui êtes peut-être candidats, enfin vous qui avez passé le bac ou des parents
que la réussite soit sur vous. En tout cas, on vous la souhaite, bien sûr, pour construire et partir serein, pour construire justement votre futur et chercher. Là aussi, ça va être un gros problème. Parcoursup, ça a été un gros bazar. L'enseignement l'année prochaine, son école, sa fac, etc. On sait que c'est là aussi des angoisses avant de partir en vacances. Qu'est-ce qu'il y a, Sabrina? Non, parce qu'il me demandait comment ça s'était passé par Parcoursup cette année. Oui. Et je disais oui, ça avait été le bazar cette année parce qu'il y a eu plein de filières qui avaient été acceptées et le système a planté. En fait, c'était non. Complètement. Donc, il y a eu des élèves ont été concernés. Ouais, des milliers d'élèves sans établissement en fait. Bon, alors on espère en tout cas tout cela et vous continuez de répondre à cette question. Est-ce que Jean-Michel Blanquer doit prendre ce mouvement au sérieux? Eh bien, vous votez sur Facebook, c'est sur France Maghreb 2 que ça se passe, bien sûr, sur la page de la radio et sur Twitter, le grand forum FM2. On va passer à un autre sujet. Est-ce que Madame Pronosti est prête? Oui. Elle est prête. Bon, c'est parfait. Alors, on y va. C'est parti pour ce qu'on appelle, et je crois que Farid n'a jamais encore assisté à un avis tranché. Ça va peut-être lui donner des idées, pourquoi pas. L'avis tranché de Audrey Pronosti, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Et le titre de cet avis tranché, ma chère Audrey, c'est l'attentat de Brest, un attentat comme les autres. Dans un monde où le meurtre, l'assassinat, l'homicide et bien sûr l'attentat, tous ces crimes horribles ne suffisent pas à émouvoir suffisamment pour susciter le combat. Combattre la haine grâce à la paix, seule garante de lendemain de respect. Aujourd'hui, un lieu sain n'est plus gage de sécurité, là où le recueillement permet toute tranquillité. Cette violation de ce sanctuaire fait frissonner de façon complètement singulière. L'attentat que l'on nomme pas dans cette mosquée pourtant arriva. Sur un imam et un fidèle pris pour cible est bel et bien une chose totalement incompréhensible. De son nom Rachid El-Jay, cet imam sur son lit d'hôpital prône la paix. Cette violence caractérisée renvoie à un message purement polarisé. Le but étant de nous diviser, de pointer des coupables totalement scénarisés. Jouer de l'émotion de tout à chacun sans réfléchir à qui profite ce crime opportun. Et cette atmosphère qui régnait déjà houleuse laisse place à une inquiétude relativement douloureuse. Alors on avance en espérant plus jamais ça. Seulement la crainte reste toujours là. La communauté se replie par manque de reconnaissance. La seule solution, c'est celle de la patience. Seulement, ces criminels jouent de la passivité en espérant provoquer une autre drame bien étudié. Un attentat est un attentat, un terme qui ne se négocie pas. Qu'il soit envers des hommes, un prêtre, un imam ou un rabbin, quoi qu'il arrive, il noircit tous nos lendemains. Pourtant, nos médias, la justice ne semble pas équitable, comme si cette affaire n'était pas si préjudiciable. Une manière d'amoindrir les choses d'une situation pour ignorer la cause. Alors, si tel est le cas, eh bien moi je ne l'accepte pas. Je vis dans un pays libre, là où la liberté de culte, celle de la presse sont équilibre. Je ne rentrerai pas dans le cercle vicieux de la haine. En revanche, j'irai voter pour ceux qui ont des valeurs humaines. Avis tranché de Audrey Pronosti. Pour revenir sur ce qui s'est passé donc il y a une semaine maintenant du côté de Brest, c'est Rachid El-Jay alias Rachid Abou Deifa ainsi qu'un frère de la mosquée qui a été victime d'un tir d'un individu qui s'est ensuite suicidé. Le parquet a jugé que ce n'était pas un attentat terroriste. Voilà où on en est. C'est quand même très particulier et bizarre, Farid, non, cette histoire? Qu'est-ce qui est bizarre? Le fait d'ailleurs qu'on n'ait pas, qualifié cet acte comme un attentat. Pourtant, ça y ressemble, non? Non, il y a deux choses. Il y a l'attentat et le terrorisme. C'est pas pareil. Attentat, pourquoi pas, puisque c'est complètement criminel. Il a été tiré. Juste une petite chose. Je crois que il me semble pas que ce soit un attentat au sein de la mosquée.
C'était devant. C'est devant la mosquée, oui, bien sûr. Du coup, si on fait le comparatif avec ce qui s'est passé malheureusement. Ouais, mais moi je fais pas de comparatif sur ce point-là. À partir du moment où tu cherches à t'en prendre à quelqu'un. Non mais malheureusement il s'en est pris. Oui, mais c'est une personne symbolique. On est bien d'accord. Si je me suis trompé sur là-dessus, il y a pas de problème. Mais pas de souci, c'est pas ça. Il s'en est pas pris à la mosquée, c'est ça que je veux dire. Donc, symboliquement, c'est l'imam, il s'en est pris à une personne bien sûr, symboliquement religieuse. Et il savait pertinemment à qui il s'en prenait. Maintenant, sur la polémique, puisque Christophe fait référence notamment au terme de terrorisme. Le terrorisme, en fait, est un qualificatif juridique pénal. Et la vocation de la qualification pénale, en termes de terrorisme, c'est quoi? C'est si c'est fait, si l'action est réalisée et en tout cas affichée, publiée avec une vocation contre une religion, contre un parti politique, contre des idées ou contre une personne. Oui, mais qui symbolise. Si tu attaques le même imam en disant je hais l'imam parce qu'il est musulman, ça s'appelle du terrorisme. Jusqu'à preuve du contraire. Mais l'affaire est à mon avis est très délicate. Comment on appelle ça, le gars qui s'est suicidé là, qui est l'auteur des crimes, si je dis pas de bêtises, il a laissé, je sais pas si c'est authentifié ou pas, en tout cas il a laissé une lettre, où en fait, aussi farfelue qu'elle peut être, elle est complètement farfelue. En fait, il ne dit pas je vais m'en prendre à lui ou je vais l'exécuter ou je vais vouloir le tuer parce qu'il est musulman ou au nom de ma haine de l'islam. C'est ça que je veux dire. Donc du coup, en fait, malheureusement. Alors moi je trouve que c'est vraiment joué sur les mots, Farid, là. Ah bah c'est le droit, c'est le code pénal en fait. C'est pour ça qu'en fait malheureusement il y a beaucoup de là où je comprends d'une certaine manière l'émotion. Parce que dans les faits je vais vous donner d'autres exemples. Très souvent, vous avez des attentats qui sont très vite par les médias qualifiés de terrorisme. Et l'instruction dégonfle le terrorisme. Bah surtout quand c'est attention à ce que tu un musulman qui est l'auteur de l'attentat. Exactement. Ça va très vite. En fait, on n'attend même pas l'issue de l'enquête d'ailleurs. Alors du coup, ça c'est le rôle médiatique. Je suis d'accord avec toi. Ça c'est le traitement médiatique est injuste. Et ça, on est bien, voilà. Mais juridiquement, le procureur, lui, même si on peut considérer que le parquet en France n'est pas complètement libre, etc., le parquet très souvent dans les instructions où en fait il y a des affaires qu'on qualifie de terrorisme, très souvent. In fine, je peux vous dire parce qu'on a un certain nombre, d'amis qui sont avocats et donc du coup qui au final vous disent voilà en fait c'est du criminel. On bascule sur du criminel pur. Là, on aurait voulu que ça soit complètement d'abord qualifié de terrorisme et pourquoi pas de retirer vers du criminel. Ça n'est pas le cas. Là où je suis d'accord, c'est que le traitement médiatique est différent. C'est vrai. Je le conçois. Maintenant, sur le terme de terrorisme, je pense il faut vraiment plancher sur le qualificatif. C'est créer une terreur. C'est créer la terreur, non? Oui, non, pas en code pénal en fait, pas dans le code pénal. Et concrètement, il faut qu'il y ait un argument pour qualifier quelque chose de terroriste. Il faut qu'il y ait un argument, soit politique, soit religieux, soit philosophique. Et donc, pour toi, c'est normal que ça n'ait pas été qualifié d'attentat? D'après en 2019, à l'heure où je parle, c'est-à-dire nous sommes le 4 juillet, à l'heure où nous parlons, le code pénal ne le prévoit pas comme ça. En fait, je pense que là où il y a une différence, c'est la question du traitement. Enfin, moi, je pense qu'il y a le traitement médiatique qui a tendance à prendre les sujets et parler de terrorisme immédiatement. Et il y a le traitement effectivement de la justice où là, on est dans les faits. Et là, visiblement, ce qui est ressorti, c'est que c'était l'effet d'un déséquilibré. Peut-être que nous allons apprendre dans les jours qui viennent que c'est autre chose. Mais moi, je pense que là où il y a un problème en France aujourd'hui, c'est la question d'Éric Zemmour, etc., qui passent dans des grandes audiences à longueur de journée pour distiller ces langages de haine envers notamment l'islam aujourd'hui en France. Et c'est exactement ce à quoi on assiste, parce que des gens qui sont fragiles psychologiquement peuvent passer à l'acte en écoutant. Il y a une forme de responsabilité parce que, mais pas que, parce que je pense que les médias qui les passent il y a une responsabilité morale aussi de leur part de les mettre. Tu as raison parce que l'auteur de l'attentat de Christchurch est venu, j'allais dire, renforcer sa haine en France à l'écoute justement de ces gens-là que tu nommes. Bien sûr. Ouais, donc il y a un réel problème effectivement, et on leur donne effectivement on leur donne de l'écho, on leur donne c'est ça qui est dérangeant, de la visibilité. Et moi je serais plutôt pour qu'on ne traite pas médiatiquement les affaires de terrorisme avant que la justice n'en ait parlé. Alors ça je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que si on partait, en fait ça c'est l'autre sens qu'il faudrait, c'est-à-dire que moi je ne suis pas pour qu'on traite toutes les affaires en disant c'est du terrorisme. Mais en même temps tu ne peux pas ne pas parler. Mais oui,
Mais en fait, c'est non, là mais pour faire simple, quand c'est un musulman qui est auteur d'un attentat, c'est tout de suite un attentat terroriste, d'accord, sans qu'on regarde l'enquête. Quand c'est un musulman qui est victime, c'est un déséquilibré. Je suis désolé, hein, c'est un raccourci, mais c'est la vérité. Juste rebondir sur autre chose. Est-ce que vous avez vu ou entendu la conférence de presse du procureur en question? Non. En fait, ce que les gens, les musulmans, une bonne partie des gens qui se sont émus très très vite, de manière émotionnelle, de l'affaire, ce qui est tout à fait naturel, lorsqu'on connaît l'impact. Excuse-moi, je t'arrête. Personnellement, moi, c'est pour ça que dans mon avis tranché, j'ai précisé. Ce qui m'émeut, c'est n'importe quelle personne, symboliquement, religieusement. C'est ça. Il y a pas de souci. Mais pas de souci. Juste sur la personne, sur la victime en question. En fait, lorsqu'on écoute le procureur, c'est passé en fait sous la trappe de beaucoup de monde. C'est qu'en fait, ce personnage-là, imam de Brest, relativement connu, en fait, il est lui-même à la base victime de menaces de mort. Oui. Il faut le savoir, c'est que lui-même est victime de menaces de mort. De qui? Pour la plupart des menaces de mort enregistrées, on va dire ce qu'on appelait à l'époque tout ce qui était lié plus ou moins à l'État islamique. En France, je parle de la France, je parle pas de ceux qui viennent de Syrie ou quoi que ce soit. Donc du coup, il était protégé. Alors protégé est un bien gros mot. Il était en tout cas, il y avait une protection morale des forces de l'ordre sur lui. Je peux pas dire tout à l'antenne, mais en tout cas, il y avait une protection. Et donc du coup, le procureur, lui, quand il dit ça n'est pas un attentat terroriste, parce que lui, de manière juridique et bêtement, comme dans sa grille d'analyse, il dit voilà, le gars qui a voulu l'exécuter, en fait, il a rien à voir avec l'État islamique. Ah d'accord, donc si c'est un loup solitaire, c'est pas grave. Non. Encore une fois, si c'est un loup solitaire et qui te dit je veux le tuer parce que ce mec-là est musulman, ça s'appelle du terrorisme. Ah, mais le problème c'est qu'il s'est suicidé, donc comment on peut faire pour savoir? Normalement, les services judiciaires en fait vont traiter, vont savoir comment il a, etc. Moi, je pense que l'affaire est bizarre. Pour pas dire autre chose. Bizarre, oui, bien sûr, elle est bizarre. Voilà. Bon. Je suis quelqu'un de relativement factuel. Malgré tout, moi l'histoire de la lettre. Comme dirait l'autre. La lettre, tu l'as lu la lettre? Moi je l'ai lu moi. Ouais, moi aussi je l'ai lu. Elle est complètement flinguée, il est complètement fou dans sa tête, mais c'est là où en fait le procureur, enfin sa grille d'analyse à mon avis est juridique, et purement juridique et non pas et pas dans l'émotion. Oui. Donc du coup, le vrai débat de la justice dans ce pays-là, et tant mieux d'ailleurs. Moi je pense qu'il faut une justice qui soit pas émotive. Pourquoi? Parce que du coup après oui, heureusement. Voilà, parce que très souvent en fait on a l'effet inverse. Quand c'est un musulman qui est auteur de quelque chose qui a rien à voir avec du terrorisme, en fait on le soupçonne du terrorisme alors qu'en fait c'est parfois criminel. Vous avez très souvent le cas, et notamment dans les mosquées. C'est ça qui en fait. Là, c'est un imam qui est relativement très connu dans la communauté musulmane. Oui. Mais vous avez très souvent. Donc il n'a pas été visé par hasard, c'est ça que je suis en train de te dire. Tu as très souvent des actes criminels au sein des mosquées. Et qui sont absolument pas terroristes. C'est pas médiatisé. Pas médiatisé. Très, très, très souvent. Pour des affaires. Alors, on va pas généraliser parce que c'est pas l'objet, mais, des histoires d'argent. Pour parler très clairement, vous avez des règlements de compte entre personnes, et ça se passe soit dans la mosquée, soit aux abords de la mosquée, et malheureusement, et Dieu merci d'ailleurs, ils ne sont pas mécaniquement qualifiés de terrorisme, etc. En tout cas, ce que l'on souhaite, c'est bon rétablissement à l'imam de Brest, et puis qu'on connaisse véritablement la véritable origine de cette affaire-là. Malheureusement, l'auteur s'est suicidé. Et moi, j'ai beaucoup apprécié le discours de paix et de patience que la victime a pu décréter. Ce que tout le monde ne peut pas comprendre. Je le conçois, parce que vous avez des gens qui sont dans la vengeance. Il a un peu changé, on a connu Rachid Aboudaïfa à l'époque. Il y a une raison à ça. Mais on ne peut pas dire à l'antenne. Voilà, qui appartenait à un courant assez dur, et qui ensuite a un peu basculé, revenant donc sur ses propos, qui avait choqué d'ailleurs la France entière, vous vous en souvenez. Évidemment, il a changé, il a évolué, l'erreur est humaine. Voilà. Quoi qu'il en soit, cela ne justifie en rien. Bien sûr. Le fait de se faire tirer dessus. Faut pas oublier que c'est un être humain, que c'est un père de famille. Exact. Que dans cette affaire-là, il est victime. Voilà. On peut ne pas être d'accord avec lui sur plein de choses, mais voilà. D'ailleurs, lui, il le dit dans sa vidéo qu'il a fait sur son lit d'hôpital. Il a dit, moi, j'ai confiance en la justice. Il remercie d'ailleurs tous les services de secours. Très serein. Voilà. D'ailleurs, on oublie très souvent, mais excusez-moi, mais parce que les gens qui aiment beaucoup dire que l'État français est islamophobe, etc. Mais la réalité, c'est que l'État français a mis les moyens judiciairement dans cette affaire-là.
Je n'irai pas jusque là parce que j'attends les je peux te dire, mais si tu discutes avec les gens qui sont du quartier en question, je peux te dire qu'en fait ils ont pas fait semblant. Ouais, bon. Voilà. Après, l'honnêteté intellectuelle, c'est aussi de dire ça. Ils ont peut-être fait leur travail. Tout simplement. Ah d'accord. Voilà, oui, ils ont fait leur travail, non, Farid. Non mais du coup, je me souviendrai tout simplement parce qu'en fait très souvent on est très critique vis-à-vis de l'État parce qu'on le qualifie de État islamophobe, etc., etc. Quand il fait juste son travail, moi je dis qu'il faut avoir l'honnêteté aussi, l'honnêteté intellectuelle de le dire. Sincèrement, Farid, je suis la première à applaudir l'État quand il fait son travail. Ça, il y a aucun problème. J'ai vraiment aucun problème avec ça, vraiment. Bon, Sabrina, on va parler de quoi dans un instant avec toi? On va parler incinérateurs et déchets. Ok, Farid. Et démocratie. Voilà, on va revenir chez les écolos. Ouais, exactement, plus factuel pour les habitants peut-être. Ah oui, ça c'est leur quotidien. Ou pas. Ouais, oui, c'est leur quotidien. D'ailleurs, j'ai vu un truc qui m'a absolument heurté. Apparemment, les mers, le plastique, c'est une catastrophe. C'est dangereux pour nous tous. On est en train d'abîmer notre planète. Oui. Et aujourd'hui, on s'étonne du dérèglement climatique. Oui, complètement. Mais on est responsable de tout ce bazar. C'est vrai. Mais est-ce qu'on en est conscient aussi? Je sais pas. Bien sûr qu'on est conscient. Tout est une question d'argent. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Voilà. C'est une certitude. Oui, c'est une question financière. C'est le pognon, ma chère Audrey. Dans un instant, on va parler aussi dans un instant de cette loi qui avait finalement été votée pour lutter contre les contenus haineux sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ça a été voté à l'Assemblée nationale. C'est sous une proposition de Laetitia Avia. Est-ce que cette loi est liberticide? Parce qu'il y a le CSA qui draine derrière. Et qu'est-ce qu'un appel à la haine? On va essayer de se poser la question ensemble. Et dans le zapping, on parlera de la réforme des APL qui crée aussi la polémique. Darmanin s'en est expliqué ce matin, le ministre des Comptes Publics, chez nos confrères de RTL. Et on parlera d'un sujet très grave, à mon sens, de cette femme, Laïla, qui avait 20 ans, qui était enceinte de 3 mois. Et qui est morte sous les coups de son compagnon alors qu'elle avait signalé son comportement la veille à la police, ce qui fait d'elle, Laïla, la 72e femme morte sous les coups de leur compagnon depuis le début d'année. Ça en est trop, il faut que ça change. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum, les amis. On est là tous les jours, 16h, 18h, avec aujourd'hui pour m'accompagner Audrey Pronosti, Sabrina Sebaïf, Farid Temsamani. Que des i d'ailleurs. Ouais. Eh oui. Alors, on va avec Sabrina parler d'un sujet qu'elle maîtrise plutôt bien. Hein, elle est écolo par nature, c'est une bonne chose. Et voici, dans un exercice qu'elle va faire pour la première fois, nous proposer son avis tranché. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Le titre de cet avis tranché, ma chère Sabrina? Brûlons ces déchets que nous ne saurions voir. Brûlons ces déchets que nous ne saurions voir. Nous t'écoutons. Je vais vous parler d'un lieu aux portes de Paris. Vous arrivez aux abords de Bercy et de la bibliothèque François Mitterrand. Là, on se trouve au panthéon des architectes contemporains. Chemetov et Perrault sont par exemple les architectes de ce nouveau quartier de Bercy. Au feu, vous longez la Seine et arrivez aux limites de Paris, Saint et Beauvau, où le moindre appartement se vend aux alentours de 10 000 € le mètre carré. Là, on se trouve devant de grands bâtiments modernes, le pâté quai d'Ivry, sa Salimax, le siège national de la FNAC et le campus de l'école 42 de Niel. Pourtant, quelque chose ne va pas. On est bien arrivé à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Là, en face de l'école flambant neuve de Niel, une odeur nauséabonde s'échappe. Ça sent les ordures et l'incinération. Vous êtes bien au pied de l'incinérateur du Sictom, le plus grand dans son genre en Europe. À lui tout seul, il incinère les déchets de plus de 80 villes, dont des arrondissements parisiens. Vous me direz, quel est le problème? Le problème, c'est que cet incinérateur est en fin de vie et que le big business du déchet, en collusion avec l'État, ont décidé que l'incinération, cette pratique d'un autre âge, devait repartir de plus belle pour 40 ans et pour la modique somme de 2 milliards d'euros. Depuis, les habitants et les habitantes, ainsi que les associations, se battent contre la reconstruction de cet incinérateur au pied de leur maison et qui continue de polluer leur atmosphère. Samedi dernier, alors que le préfet a fait interdire une consultation organisée par la ville, à plus de 90%, ils ont voté contre sa reconstruction. L'an passé, c'est également 90% de contre. Il y a tout juste un mois, le vieil incinérateur a failli. Les habitants de plusieurs communes aux alentours ont pu voir d'inquiétantes volutes de fumée noire. Explication, circuler, il n'y a rien à voir. Juste quelques petites fumées toxiques, mais non nocives. Nous voilà rendus à l'époque de Tchernobyl, quand on nous disait que tout allait bien,
et que le nuage s'arrêtait aux frontières. Dans la superbe série d'HBO, le héros demande à un des patrons du KGB pourquoi il ne leur fait pas confiance. Celui-ci rétorque « Vous connaissez le proverbe soviétique, faites confiance, mais vérifiez quand même. Alors ensemble, vérifions quand même. » Très bien, Sabrina, bravo pour cet avis tranché. Voilà. Audrey, réaction? Ah franchement, j'ai été absorbée par ton avis tranché. Merci. Super belle narration. Et ben évidemment, le propos était hyper intéressant. Il suffit pas d'être absorbé. Il suffit aussi de comprendre et surtout d'analyser le contenu de cet avis tranché. Ah non, mais ça je l'ai compris et c'est ce que justement tu m'as coupé. Je disais que le contenu, le sujet était hyper intéressant, bien sûr. Non, franchement, bravo. Merci. Farid, tu vas être plus critique, toi, je le sens. Ouais, enfin moi je trouve ça scandaleux surtout qu'on reporte pour 40 ans. On reconstruit pour 40 ans. 40 ans. Enfin moi ça me scandalise. Alors il y a un véritable, à mon avis, souci, une réflexion sur l'incinération de nos déchets, hein, parce qu'il faut dire que ce sont nos déchets. Hein. Maintenant, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'ils reconstruisent au même endroit. C'est ça qui. Tout à fait. Alors en fait, je l'ai pas dit, mais il y a des associations qui ont proposé une solution alternative, qui est justement la réduction des déchets, puisque 75% de nos poubelles aujourd'hui, en fait, n'ont pas besoin d'aller à l'incinération. Et donc, si on mettait en application la loi de transition énergétique et cette politique ambitieuse, cet incinérateur, il est inutile aujourd'hui. Et la réalité, c'est que derrière, il y a un enjeu, mais que j'évoque pas là, c'est la question du chauffage urbain, parce qu'on brûle des déchets pour faire du chauffage, en fait. Oui, et tout le sujet est là. Et aujourd'hui, c'est Suez et Veolia qui se partagent ce business lucratif sur. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on le reconstruirait pas à un autre endroit, tout simplement. Bah parce que le site il est là, il est déjà bien pollué, donc pourquoi. Enfin, l'idée c'est pas de le reconstruire ailleurs. Aujourd'hui, on en a plus besoin. Oui, c'est qu'il existe plus. En fait, on n'en a plus besoin de cet incinérateur. Les capacités des incinérateurs en Ile-de-France aujourd'hui suffisent si on applique la loi de transition énergétique. Et donc, on devrait sortir du modèle de l'incinération. Sauf que comme c'est lucratif, on reproduit un modèle alors qu'on est les champions des incinérateurs en Europe. Hein. L'écologie ne serait pas une matière superflue à l'école finalement. Oui, c'est vrai. Je pense que pour le coup, nous à Ivry, les écoliers font le tri à la source des biodéchets dans toutes les écoles de la ville. Donc ça c'est fait et les générations futures, malheureusement, on va leur laisser une dette environnementale qui est colossale. Mais justement, eux, ils sont plus près et plus enfin voilà, ils sont vraiment conscients des enjeux, contrairement tu as dit que le préfet en fait avait annulé une consultation, c'est ça? Oui, il a porté plainte, il a déposé un recours au tribunal administratif pour faire annuler la consultation et il a gagné. Donc nous n'avons pas eu le droit de faire cette consultation, c'est une association qui a pris le relais de la ville. Et est-ce qu'on peut imaginer un recours peut-être collectif ou je sais pas, global contre cette décision? Il y a deux recours. Enfin, pas forcément la décision de la consultation, parce que ça c'est secondaire quasiment, enfin entre guillemets, pardonnez-moi, mais sur le fond de l'affaire. Oui, il y a deux recours qui ont été déposés. Deux recours par le collectif 3R qui ont été déposés sur le projet. Sur deux sujets d'ailleurs, sur le côté justement non-respect de la LTE, enfin la loi de transition énergétique, et le côté sanitaire, puisqu'il y a des milliers de particules en fait qui s'échappent des cheminées et il y en a que 15 qui sont réglementées. Et le SICTOM, donc qui gère cet incinérateur, nous explique que tant que c'est pas réglementé, ils n'ont pas d'obligation à faire des mesures. Et c'est bien tout le problème, c'est que nous on dit les particules sont nocives, il faut les réglementer et il faut les mesurer. Ils nous disent bah non, il n'y a pas de réglementation, donc on ne mesure pas. Et alors, question, Sabrina, vous arrivez à mobiliser les gens là-dessus? Ah oui, alors à Ivry, les gens sont extrêmement mobilisés. Alors sur le référendum, on n'a pas eu la consultation, on n'a pas eu beaucoup de monde, en tout cas pas autant qu'on l'espérait, parce que ça a été annulé, reporté, problème de communication, et puis en plus c'était canicule ce jour-là. En termes de communication, comment vous procédez? Bah ça a été très compliqué. On a dû annuler, on a dû retirer toute la communication de la ville parce que sinon, du coup, l'État et le préfet nous a vraiment bloqué sur tout cet aspect-là. Donc on est passé vraiment par des distributions de flyers à la gare, du porte-à-porte. Enfin, on a communiqué avec nos moyens. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sujet fondamental pour les prochaines municipales? C'est un sujet fondamental pour les prochaines municipales. C'est un sujet de désaccord d'ailleurs avec la majorité municipale dans laquelle je suis, puisque le PC soutient la reconstruction de cet incinérateur et les écologistes sont contre. Donc ça a été un sujet de débat pendant tout ce mandat entre nous justement. Bon, affaire à suivre, j'ai envie de dire, sur cette histoire du côté de Ivry-sur-Seine. Sabrina nous tiendra au courant, bien sûr, de cette affaire. Partons à l'Assemblée nationale. Parce que cet après-midi, l'Assemblée nationale a voté, aujourd'hui, jeudi 4 juillet, l'obligation pour les plateformes internet de retirer en 24 heures les contenus haineux signalés
Mesure clé d'une proposition de loi de La République En Marche. Les députés ont adopté par 31 voix contre 6 et 4 abstentions le premier article du texte de Laetitia Avia, inspiré d'ailleurs d'une loi allemande de 2018. Il prévoit le retrait ou le déréférencement des contenus manifestement illicites sous 24 heures sous peine d'une condamnation à des amendes pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros. On va dire ça simplement. Est-ce que c'est une loi liberticide quand on sait par exemple que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, va aussi regarder ça de très près? Et la question que j'ai envie de vous poser, peut-être avez-vous la réponse, qu'est-ce qu'un contenu haineux aujourd'hui? Alors déjà, il faudrait le définir. C'est vrai que c'est ça qui fait toute la complexité de ta question. Mais en soi, je trouve que c'est une bonne chose qu'on puisse retirer des contenus haineux, entre guillemets, puisque pour l'instant on n'a pas défini. Mais en étant vraiment de bonne foi, je pense que c'est vraiment une bonne chose, parce que sinon c'est vraiment encourager toutes les dérives. Donc c'est normal qu'il y ait entre guillemets un gendarme qui détermine les limites à poser. Alors, moi, ça me je choque pose pas. la question pourquoi? Parce que je vois par exemple Aurore Berger qui se targue d'un tweet ce matin qui nous dit je me félicite d'avoir essayé de défendre mon projet pour lutter contre le sionisme, qui est une sorte d'une espèce de déguisement de l'antisémitisme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous critiquez le sionisme, ça peut apparaître comme un contenu haineux, et donc on est en train de restreindre finalement la liberté d'expression. D'où ma question, est-ce que c'est une loi liberticide? Alors j'avais pas vu ça sous cet angle, mais moi... c'est un exemple parmi tant d'autres. Je veux dire que tant qu'on n'aura pas défini les choses, ça va être compliqué. Alors voilà, c'est ça, mais c'est pour ça que j'ai commencé par là. Il faut d'abord définir ce qu'est un propos ou un contenu haineux, et il faut que ce soit applicable à tout le monde, bien évidemment. Et je me pose la question suivante aussi, quand on voit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'arrive pas à lutter contre les contenus haineux qui passent sous nos télés et à la radio, comment vont-ils faire sur Internet? Ça va être encore plus compliqué. C'est pour ça que j'ai dit ça. Voilà. C'est encore est-ce que ça apparaît comme une loi liberticide, Farid? Alors moi, bizarre, j'étais pas présent ces derniers temps, mais du coup, j'ai pas lu le projet de loi. J'espère en tout cas qu'il y a un minimum de définition, soit dans les articles, soit dans les attendus, dans la rédaction de ce projet de loi. Et en tout cas, s'il ne l'est pas, il y a de grandes chances qu'il passe devant le Conseil constitutionnel avant que la loi soit promulguée. Si elle passe devant le Conseil constitutionnel, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il y a déjà un avis du Conseil d'État. À mon avis, elle est peut-être un peu moins liberticide. Et de toute manière, qu'est-ce qui fait les frontières dans les projets de loi pour savoir est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? C'est surtout la jurisprudence. Et ça, ce sont les juges qui l'appliqueront, à mon avis, à travers les premières affaires. Ça va être compliqué parce qu'on leur demande de retirer leur contenu, c'est-à-dire qu'on va responsabiliser les plateformes internet de retirer sous 24 heures, sinon vous allez payer une amende, très forte amende. Ça va obliger déjà à être très prudent. Ça va créer des milliers d'emplois, à mon avis, comme modérateur. Oui, ça c'est encore autre chose. Mais alors, par exemple, pour les petites sociétés qui ont des pages Facebook ou des réseaux sociaux, des sites internet, ça va être très compliqué, parce que quand, par exemple, vous faites un post et que ça suscite, j'avais pas dit une connerie, 3000 commentaires, ça prend du temps pour vérifier tout ça. Je suis d'accord. Et de juger qu'est-ce qui est un appel à la haine, qu'est-ce qui ne l'est pas, Sabrina. Alors, peut-être, juste par rapport à ça, c'est que, déjà pour répondre à ta question, ça a été travaillé avec le Conseil d'État, donc je crois qu'au niveau juridique, à mon avis, ça va être... Parfois le Conseil d'État... Ouais, mais je pense que là, ça va. Je crois que sur la question de l'antisionisme, ça a été retiré aux grandes dames de Meyer Habib. Je crois que ça fait pas partie, justement, de ce qui est contenu. Après, la loi, je crois qu'elle prévoit juste, en fait, que les moteurs de recherche suppriment ce qui est considéré comme propos haineux, donc, déjà. Ça va, à mon avis, ça va déjà, clarifier un peu les choses. Après, moi, je pense qu'il faut effectivement clarifier ce qu'on appelle un propos haineux, parce que c'est vrai que là, il faut être vigilant dans le sens où c'est l'État qui va, du coup, nous dicter ce qui serait bien, ce qui ne serait pas bien. Déjà que la France supprime plus de tweets que la Chine, visiblement. Donc, il faut qu'on soit attention aussi sur la question de la censure, après, effectivement, de la liberté d'expression. Mais après, moi, je l'ai dit tout à l'heure, moi, je pense qu'au-delà de la question des propos sur Internet, parce que c'est vrai que sur Internet, on trouve vraiment des choses qui devraient pas y être. C'est pas normal qu'on puisse dire tout et n'importe quoi. Donc, il faut réglementer, je pense, quand même à minima ce qui s'y passe. Mais après, moi, je pense qu'il y a aussi certains plateaux de télévision qui devraient aussi être exigeants sur les intervenants qu'ils invitent à l'antenne et les propos qui sont tenus. On voit d'ailleurs ces dernières années que le CSA
CSA reçoit énormément de signalements pour des propos qui sont tenus, et d'ailleurs pas uniquement sur la question de la religion, mais aussi par exemple sur la question du sexisme. Oui. Enfin voilà, donc c'est des vrais sujets, et je pense que tout ça doit être travaillé en cohérence. Mais tu l'as parfaitement résumé, Sabrina. La vraie problématique, c'est la liberté d'expression. Oui. C'est quelle est la limite à la liberté d'expression, sans compter que en fait la France a ses propres limites, que je dis une bêtise qu'en Espagne n'a pas forcément, et ainsi de suite. Donc tout ça est très délicat. Moi, si je devais faire un parallèle que je connais un peu, c'est la diffamation. On a très souvent. Alors, tu la connais en tant que victime ou? Je l'ai connue en tant que victime, oui, tout à fait. Ouais. Mais en fait, je peux vous garantir. On t'a diffamé, Farid. Comment? On t'a diffamé. Ouais, j'étais diffamé. J'ai été procédurier et du coup j'ai gagné. Malheureusement, très peu de gens sont procéduriers. La vérité, c'est celle-ci. Et je m'adresse notamment, alors du coup, Sabrina qui est sur le plateau, qui rentre en campagne électorale. Les campagnes électorales, c'est tout ce qu'il y a de plus catastrophique en termes de diffamation, notamment. C'est pour ça que la réalité, c'est que c'est très souvent, en fait, on se rend pas compte, mais on diffame sans s'en rendre compte. Même, on va pas se mentir, mais moi ici probablement à cette antenne-là, j'ai probablement diffamé quelqu'un sans m'en rendre compte, et pourtant je l'ai pas fait forcément d'une volonté de nuire ou quoi que ce soit. Donc effectivement, la limite est parfois très 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 délicate. Ce que je dis, c'est juste la vigilance entre la juste liberté d'expression et la suppression des contenus. C'est toute la problématique. On verra ça en détail parce qu'on sera amené à en reparler de toute façon. Passons maintenant au zapping avec 2 extraits aujourd'hui. J'ai eu quelques complications à préparer cette émission, mais bon, il n'y a que des solutions et jamais de problème dans la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu? Sur le mouvement de la réforme des APL qui a été de nouveau repoussé au 1er janvier prochain. Gérald Darmanin, qui est le ministre des Comptes Publics, était l'invité d'RTL ce matin. Il nous explique d'ailleurs ce pourquoi ça a été repoussé. Je vous donne en mille, c'est à cause des gilets jaunes, visiblement. Et qu'est-ce qu'elle contient, cette fameuse réforme? Permettez du report de la réforme du calcul des APL, report au 1er janvier 2020 annoncé par Matignon mardi. C'est une mauvaise nouvelle pour vous qui espériez des économies dès septembre grâce à cette réforme? Non, parce que cette réforme n'est pas une réforme budgétaire. Elle n'a pas visé, comme je l'ai lu dans la presse parfois rapidement, à baisser les APL de nos concitoyens. Elle a visé de les rendre plus justes, ces APL. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous touchez vos APL, votre aide au logement, bien après avoir eu besoin de ces APL, et parfois vous les touchez encore et vous n'en avez plus besoin. Je m'explique. Comme c'est selon votre déclaration de revenus, lorsqu'il n'y avait pas l'impôt à la source, vous deviez attendre le moment où les impôts constataient vos revenus, et qu'à partir d'un certain niveau de revenus, notamment parce que vous êtes très touché socialement, vous avez des aides au logement. Moi, j'ai été étudiant et il m'est arrivé, comme beaucoup d'étudiants sans le sou ou modestes, de toucher mes APL 6 mois après être rentré chez le propriétaire chez qui je louais l'appartement pour mes études. Et puis il y a des gens qui sont aujourd'hui cadres, qui sont sortis du niveau des études, qui touchent 3000, 3500 euros et qui continuent à toucher des APL alors qu'ils ne devraient pas le faire. Il y a un décalage. Et rendre contemporain le versement des prestations sociales, en l'occurrence rendre contemporain le versement des APL, c'est une belle réforme de justice sociale. On aurait dû la mettre en place au 1er septembre. Je crois que pour plein de raisons, on n'a pas pu le faire, notamment parce que la CNAF, celle qui s'occupe des CAF, a dû faire la prime d'activité au début d'année suite aux annonces du président de la République, se faire porter au 1er janvier. Pour des raisons techniques, dites-nous. C'est ce que j'ai compris du ministère du Logement, de la CNAF et du Premier ministre. Si j'ai bien compris un petit peu les changements de cette réforme des APL, c'est que jusqu'alors on tient en compte les revenus annuels, et que là on prendra en compte les revenus mensuels. Ce qui est en soi d'ailleurs une bonne chose, non? Oui, bah oui. Je pense, je sais pas. Ça me paraît logique. Oui, il y a toujours eu un décalage entre le moment où on touchait ces allocations, les APL, et en fait le moment où on en avait vraiment besoin, parce que souvent c'était, je crois, N-2 sur les impôts quand on déposait les dossiers. Donc en 2019, on tient en compte les revenus de 2018, quoi. Oui, en fait, on tenait compte, c'était pas vraiment la réalité de ce qu'on touchait à l'instant T, et le décalage, effectivement, il peut être dramatique dans certains foyers, où pendant 6 mois on touche pas ses APL et on est en difficulté pour payer son loyer. Après, moi je suis plus sceptique sur la question des étudiants qui sortent tout d'un coup et qui sont cadres et qui touchent 3500 euros. Moi je sais pas dans quelle boîte ils sont, mais ça m'intéresserait de savoir. T'as relevé ça aussi. Farid. Si on fait confiance à l'explication de notre ministre, je pense que ça va forcément que dans le bon sens.
Effectivement, il y a toujours parfois un décalage. Je pense qu'il faut réduire ce décalage, que ça soit réel. C'est un peu aussi pour ça qu'ils ont fait le prélèvement à la source. Pourquoi pas sur la CAF. Maintenant, sur l'aspect pourquoi ça a été repoussé et technique, moi j'ai plus un doute. J'ai un doute là-dessus. Je pense que si on était capable de faire le prélèvement à la source et qu'il n'y a pas eu trop de bugs en la matière, ça s'est bien passé, oui, finalement. Voilà, je pense qu'on est aussi capable de faire la même chose. La réalité, à mon avis, contrairement à ce qu'il dit, elle est d'ordre budgétaire. Oui. Et ils n'ont pas un souci technique comme il l'avance. Alors, je pense qu'il y a les deux. La vérité, c'est que ça fait peut-être beaucoup de travail pour le ministère du logement d'un coup. Ah oui. Mais bon, je pense. On connaît leur rythme de travail, c'est vrai que c'est compliqué. Non, mais ça c'est quelque chose qui était dans les tuyaux depuis des mois. Je vois pas pourquoi ça poserait un problème technique. Oui. Ils ont été en capacité d'organiser en janvier suite à l'annonce de Macron la prime d'activité. Donc je vois pas pourquoi ils seraient pas capables. Il nous reste 4 minutes pour parler d'un sujet grave, mes enfants. J'étais sur Europe 1 ce matin aux alentours de 8h et quelques, dans le journal de 8h, avec ce drame qui est survenu à Saint-Denis, ce drame insupportable. Leïla, âgée de 20 ans, morte sous les coups de son compagnon. Elle était enceinte de 3 mois. Elle l'avait signalé à la veille le comportement de son compagnon, ce qui fait d'elle la 72e femme morte sous les coups de leur compagnon. Écoutez ce reportage. Un drame insupportable à Saint-Denis. Une jeune femme de 20 ans qui était enceinte de 3 mois est morte hier, frappée à mort par son conjoint de 22 ans qui a été placé en garde à vue. C'est un voisin qui a prévenu les secours après avoir entendu des cris. La victime avait la veille déposé une main courante auprès de la police. C'est le 71e féminicide en France depuis le début de l'année. Écoutez Anne-Cécile Melfer, elle est présidente de la Fondation des femmes. Elle se demande ce matin pourquoi ce drame n'a pas pu être évité. C'est une tragédie pour cette femme et c'est une tragédie pour ses proches. Ce qu'il faut regarder, c'est effectivement qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Dans ce cas-là, comme dans d'autres cas, qu'est-ce qui ne s'est pas passé pour l'avoir mieux protégée. Elle est venue la veille déposer une main courante, donc elle a alerté dans une certaine mesure. Est-ce qu'on n'aurait pas dû plutôt l'orienter vers une plainte qui aurait déclenché une procédure? Est-ce qu'on n'aurait pas dû la mettre en contact avec une association qui aurait pu l'accompagner? Est-ce qu'on n'aurait pas dû lui proposer d'appeler le 3919 pour pouvoir être hébergé en urgence? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment est-ce qu'on a tout fait pour la protéger ou pas? Ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui et qu'on doit se poser à chaque fois qu'il y a un nouveau féminicide. Est-ce qu'on a tout fait pour la protéger? Terrible, les enfants, d'entendre des choses pareilles, quoi, je veux dire. 20 ans. Bah, je crois qu'elle a tout dit. Hein, d'ailleurs, l'âge n'a pas d'importance. Oui. Qui a le droit d'ôter la vie comme ça, de manière d'ôter de vie, hein, si je dis de vie, absolument, oui. Ouais. Le gamin elle était enceinte de 3 mois. Oui. C'était encore. C'est fou qu'en 2019 on est encore sur. Non mais je veux dire, alors attendez, moi ce qui m'offusque, pardon, hein, on est en train de nous emmerder avec le Burkini et sur un sujet aussi grave que ce sujet-là qui est récurrent. Qui ne cesse de progresser, on n'en fasse pas tout un tapage médiatique. Parce que ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Enfin, moi, ce matin, je me suis réveillée en regardant la notification. J'ai dit, mais non, une de plus. Parce que, bah oui. Enfin, je veux dire, non, mais elle a tout dit. Hein. Franchement, elle a tout dit. Est-ce que la prise en charge de ces femmes est suffisamment correcte? Non. Voilà. D'abord, les policiers sont même pas formés pour recueillir des femmes qui se sont fait violer ou qui étant victimes des coups de leurs compagnons. Ils ont pas de formation là-dessus. Les mains courantes, enfin, je veux dire, on croit rêver. Déjà, une femme, pour qu'elle fasse le pas, pour aller dans un commissariat, pour venir se plaindre, déjà, c'est la creux la bannière. Alors, voilà. Donc, Sabrina. Oui, c'est un sujet extrêmement grave avec une augmentation des plaintes en continu depuis que le sujet a été très médiatisé en fait. Alors c'est toujours très difficile parce que du coup on ne sait pas si c'était déjà aussi important avant ou si le fait d'avoir libéré cette parole a fait que les femmes se sont senties plus libres d'aller porter plainte systématiquement au commissariat dans le cas de violence. La réalité derrière c'est qu'il y a un vrai problème de moyens pour l'accompagnement et sur ces femmes qui sont victimes, et d'ailleurs pas que des femmes parce que moi je tiens à dire quand même qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales, mais c'est surtout la question de l'éloignement du conjoint, la question du logement, comment est-ce qu'on héberge ces femmes qui sont victimes de violences, la question des enfants derrière. C'est aussi pour ça qu'elles osent pas aller porter plainte parce qu'elles se disent voilà, j'ai des enfants, ce sera mon mari qui va m'empêcher de garder mes enfants, il va me harceler, elles savent pas où elles vont habiter. Enfin, je veux dire, pour avoir parlé avec des femmes qui étaient dans cette situation, c'est tout le temps la même problématique. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi Sabrina, l'encadrement, il n'y a pas assez de moyens parce que encore une fois, je
reviens sur ce point, les femmes avant de faire le pas pour aller porter plainte, mais il se passe énormément de temps, donc mais bien sûr. Farid, l'avis d'un homme là-dessus. Moi, je suis choqué en vérité malheureusement de cette affaire-là. Franchement, c'est inqualifiable. Il y a quelques mois Aubervilliers, pareil. Voilà, c'est inqualifiable. Maintenant, j'espère juste que la justice sera sans pitié. Ouais. Parce qu'en réalité, il faut un traitement judiciaire fort de ces affaires-là. Absolument. Pour parler très clairement. Et moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut rendre la justice très fort sur ces cas-là, parce que si c'est pas le cas, malheureusement les déglingués cérébraux, pardonnez-moi l'expression, qui se permettent ce genre de choses, se continueront et on aura d'autres. Mais au-delà des effets d'annonce, je pense que ce qui est important, c'est vraiment la question des moyens, parce que quand on sait que le budget du ministère a été baissé pour traiter de ces questions-là, c'est un scandale quand on connaît le nombre de femmes aujourd'hui qui sont décédées sous les coups de leur conjoint. Ouais, absolument. Bon, et qu'est-ce que vous avez à dire à celles et ceux, parce qu'il y a aussi des hommes qui seraient aujourd'hui victimes de ces coups-là et qui n'osent pas franchir le pas, parce que généralement le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il fait? Il isole la personne, il la rend limite des coupables de prendre des coups, hein, ça c'est connu. Enfin, moi c'est un truc que je comprenais pas au début, puis après avoir discuté avec des gens qui ont été victimes de ce genre de choses, m'ont expliqué voilà comment ça se passe, dire comment l'emprise se fait. La peur. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens qui sont victimes là, alors nous parlons de cette terreur? Enfin, si je peux me permettre, moi je pense que il faut surtout les encourager à parler, surtout à aller voir des associations qui s'occupent de ces sujets-là, vraiment sortir de leur enfermement, parce que très souvent en fait, si je dis pas de bêtises, hein, mais le pervers narcissique en fait il fait en sorte de vous enfermer dans une certaine bulle, de manière à vous culpabiliser, de manière à si je dis pas de bêtises, à faire en sorte qu'en fait à changer, à inverser j'allais dire la preuve, à inverser les rôles. Voilà, il faut soutenir ces gens-là. Il y a malheureusement, alors du coup, il faut dire la vérité. Il y a plus de gens qu'on le croit victimes de ce type de fléau. Mais personne n'en parle. Et très peu de gens en parlent, c'est vrai. Et il faut accentuer, je pense qu'il faut pousser les gens à dénoncer et aller au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. Bon, espérons en tout cas que ce soit la dernière, mais c'est un peu utopique de dire ça aujourd'hui, malheureusement. Dans un instant, le moment que je préfère de cette émission, c'est le quiz. Le quiz du LGF. Sabrina Sebaï, Farid Tabsamani, Audrey Pronesti pour terminer en beauté cette émission. On joue et on apprend en même temps. C'est ça qui est formidable. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb. Merci d'être avec nous. Le grand format avec aujourd'hui Audrey Pronesti. Et je l'ai bien dit. Ok. Oui, c'est ce que j'allais dire. Sabrina Sebaï, je l'ai aussi bien dit. Et Farid Tabsamani. Là aussi. Je suis bon. Pour le quiz de fin d'émission, alors je rappelle que d'ailleurs le grand champion du quiz du LGF est notre ami Abdeslam Itache. Que nous saluons évidemment. Oui. Incontestablement, il a écrasé tout le monde sur son passage. Ah ouais, sans problème. Alors on y va. Attention, concentration, on y va, on joue et je vous souhaite bonne chance. Première question. Qui est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et condamné à la prison à perpétuité le 4 juillet 1987? Klaus Barbie. Klaus Barbie est une bonne réponse, Farid Tabsamani. Bravo. Deuxième question. Un peu plus compliqué. Je cherche une championne de tennis française surnommée la Divine, morte le 4 juillet 1938. Alors là, celle-là, si vous me la trouvez, ça vaut 2 points. Suzanne Langlaine. Oh là là. Oh, il est long. Oh là là. Là, j'ai hâte de voir à Instam Mitache, Farid Tabsamani. Oui, c'est ça que je pensais. Va falloir que je prépare ça rapidement, ça pour la fin de saison. Suzanne Langlaine, effectivement, était la bonne réponse. Ça nous fait 2 points pour Farid. Troisième question. Je cherche un homme d'affaires suisse d'origine française, ancien actionnaire de l'Olympique de Marseille, qui est mort effectivement le 4 juillet 2009, tu m'as dit. Dreyfus. Jean-Louis Dreyfus. Non, c'est pas Jean-Louis. C'est Jean-Loup. Non. C'est Robert. Ah, pardon, Robert Louis. Robert Louis Dreyfus, on lui accorde 2 points, on est d'accord toutes les deux. Pardonnez-moi. Oui, bon. De toute façon. Sabrina, Audrey, je vous rappelle qu'il y a un quiz. Hein. C'est ce que je dis ça au passage, hein, voilà quoi. Quatrième question. Je vais me cacher. Je parle télévision. Je cherche un journaliste, mais aussi présentateur de télé.
Il animait entre autres le magazine d'investigation Complément d'enquête sur la chaîne publique France 2. Il est mort le 4 juillet 2014. Je peux répondre ou je laisse... Avant la fin de la question. Vas-y. Non, mais je sais qui c'est, donc du coup, est-ce que je laisse les autres ou pas? Non, c'est un jeu. Vas-y. Benoît Duquesne. Benoît Duquesne. 4e bonne réponse pour Farid Temsamani. Ça sent le parcours sans faute. Ça sent le parcours sans faute là. Je dis ça, je dis rien. Attention. Je cherche un acteur français né le 4 juillet 1981. Il a joué notamment dans Un prophète en 2008. Taharaim. Qui l'a dit en premier? C'est moi. Oh non. C'est moi. C'est moi. C'est pas grave. Il a joué également dans... Non, sérieux? Dans Samba en 2014. Il me semblait que Farid a été en premier, mais bon, alors on va t'accorder. Je pense qu'elle était devant moi. Bon, il est galant. Audrey, 1 point. De toute façon, ça va pas changer grand chose. Peut-être la dernière question pour que Sabrina marque son petit point quand même. Hein? Ouais, je suis pas sûr. Hein. Je cherche un tennisman français né le 4 juillet 63, surnommé Riton. Allez, Riton! Le tennisman français. Oh merde, je l'ai sur le bout de la langue là. Oui. Riton. Non, mais là, les auditeurs qui vous écoutent n'en peuvent plus là. Santoro? Non, c'est pas Santoro. Forger? Non. Non, je l'ai sur le bout de la langue. Oh punaise, c'est frustrant. Riton, né en 63. Le compte. Qui l'a dit? Sabrina. Oui. Bon, allez. Sabrina, elle a marqué son point. Victoire incontestable, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de notre ami Farid Temsamani. Qui vous a laminé, hein, c'est ce qu'a de le dire, mesdames, mesdemoiselles. Bravo. Et qui mérite évidemment cette petite musique de la Ligue des Champions du LGF. Demain, autre match intéressant demain, puisque verra s'affronter demain. Je cherche en même temps parce que je me rappelle plus. Ça y est, Karima Perroni, Hicham Terak et Gamal Abina. Voilà. Bizarrement, je trouve les réponses quand c'est pas moi qui suis en plateau. Ouais. Je dis, non, mais c'est vrai. Alors, je te l'accorde parce que quand j'écoute, il y a moins, il y a moins de stress peut-être. Je sais pas. Ouais, voilà, je trouve les Christophe, réponses. si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que je gagne. Bah ouais. En même temps, je crois que t'en as pas fait des masses non plus. Hein. C'est vrai. Ouais, bah alors donc. Voilà. Parce que c'est difficile d'en placer une avec Tarek Pami, mais voilà. Ceci étant, Abdestamitage, toi qui nous écoutes certainement, t'as de la concurrence dans l'air, mon gars. Attention. Oh non, on peut pas concurrencer Abdeslam. Il est très très bon, Abdeslam. Ah, il est très très bon. Il est très très bon dans tous les sens du terme. D'ailleurs, il faudrait lui poser la question s'il nous écoute. Si honnêtement il avait Suzanne Langlaine. Eh ben, on lui posera la question demain, on le verra, on est censé tous se voir, il paraît demain. Bon, bravo à vous trois, et bravo Farid pour cette belle victoire, en tout cas, pour ce quiz du LGF, qui est un moment que j'aime beaucoup, pour terminer en beauté, j'allais dire, cette émission, avec ces sujets très durs. Demain, on va parler de la fessée, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la fessée est interdite en France. Oui. Depuis peu. Et bon, ça crée quelques problématiques, là aussi, hein. Parce qu'on s'est tous reçu une fessée, hein, autour de cette table, je pense. Bah oui, bah bien sûr. On n'en est pas mort. Bien sûr que non. Qu'une fessée d'ailleurs. Ouais, plus qu'une fessée, c'était des coups de ceinture même. Quand je repense. Ou d'arrachage de cheveux. Mais on est évidemment pas pour la violence, bien entendu. Non, mais c'est pas parce qu'on est contre la violence qu'on doit forcément être contre la fessée. Enfin, je vois pas. Moi, j'attends de voir les dispositifs de contrôle. Oui. Mais ça va être très très craignos cette histoire. Bon, bref, ceci étant, on en reparlera demain avec Karima Perroni, Hicham Terak et Gamal Abina, et puis d'autres sujets, bien sûr, à évoquer demain entre 16h et 18h. Bonne soirée à tous et toutes sur France Maghreb 2. Merci à tous les trois. Et rendez-vous demain pour la dernière de la semaine, bien sûr. Dans un instant, Medjahed pour la suite des programmes. Il est 18h, tout pile, mesdames, messieurs. Le rappel de l'actualité avec Marc Salbert. Bonsoir. Bonsoir. Le premier syndicat d'enseignants dans le second degré, le SNES FSU, en parlant de déclaration de guerre, dénonce la décision du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, de substituer aux notes du bac éventuellement manquantes celle du contrôle continu afin que les résultats pour tous les candidats soient bien publiés demain comme prévu. Malgré la poursuite du mouvement des correcteurs en signe de protestation contre la réforme du lycée et du bac, selon le secrétaire d'État Gabriel Attal, quelques 80 000 copies manquaient ce matin à l'appel. Il en resterait selon lui moins de 5
50 000 ce soir. C'est dans ce contexte que le projet de loi sur l'école a été définitivement adopté cet après-midi après un vote au Palais du Luxembourg. Les sénateurs de gauche se sont prononcés contre le texte qui prévoit notamment l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire dès la rentrée prochaine. Et d'ici là, pendant les vacances d'été, il y aura du monde, beaucoup de monde sur les rails. La SNCF prévoit 25 millions de voyageurs à bord de 50 000 de ces trains grandes lignes entre le 6 juillet et le 1er septembre, en précisant par communiqué que des gilets rouges, quelques 1500 gilets rouges vont être déployés pour les orienter et les informer dans les gares, et en rappelant que le numéro d'appel 3635 pour les renseignements et la vente de billets n'est depuis lundi plus du tout surtaxé. La circulation différenciée sera à nouveau mise en place demain à Lyon, à Villeurbanne ainsi que dans la commune de Caluire-et-Cuire en raison, une fois de plus, d'une trop forte pollution de l'air à l'ozone. La circulation différenciée et les limitations de vitesse, ces mesures pour les mêmes raisons vont être maintenues à Marseille jusqu'à lundi matin. À Wimbledon enfin, une victoire tricolore après l'élimination chez les dames de Pauline Parmentier et de Kristina Mladenovic. Jo-Wilfried Tsonga aux dépens du Lituanien Ricardas Berankis s'est qualifié pour le 3e tour, et après leur face-à-face Lucas Pouille ou Grégoire Barrère, le vainqueur affrontera le Suisse Roger Federer qui vient de s'imposer très facilement face au Britannique Jake Clark, 169e joueur mondial. C'est la fin de ce flash, je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique,